Samir, ça va, Akhi Karim? Ah, je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis très heureux. Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais. Très bien. Je me permets de vous filmer, ça fera des images pour le... Il n'y a pas de souci, avec plaisir. La rencontre enfin, Samir. On l'attendait tellement ce moment. Exactement. Il est là. Rabbi Kabir, soyez le bienvenu. Et vous nous ramenez le soleil. Ce parking-là, c'est le parking de la mosquée? Non, c'est le parking du centre des activités dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un centre d'activité qui appartient à la ville. À la ville, d'accord. Voilà. Et nous sommes plusieurs entreprises, associations qui sont hébergées là. Nous, on est propriétaires, donc on n'est pas hébergés, on est chez nous. Et donc voilà. la mosquée, la mosquée, c'est ça. C'est le rez-de-chaussée. Ça s'arrête là. Hein. Il y a une confiance avec la ville qui s'est installée dès le premier jour. Et les autres voisins, ça se passe également très bien, sauf le vendredi où je n'arrête pas depuis des années, comme partout dans toutes les mosquées de France. Avec les gilets jaunes? Ben, même avec les gilets jaunes, tu n'y arrives pas. Même avec les gilets jaunes, tu n'y arrives pas. C'est vrai? Non. Alors là, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de discussion implicite où on n'a pas dit de quoi on parlait. Mais en fait, le vendredi, dans à peu près toutes les mosquées de France, il y a un problème de parking. C'est-à-dire que les fidèles viennent en très grand nombre et ils veulent se garer tous près de la porte d'entrée de la mosquée. S'ils peuvent mettre la voiture devant le voilà, le même mihrab, rentrer dedans, même, je pense. Les murs de la mosquée et les alentours ont été tagués par des personnes hostiles. Ouais, des propos racistes et islamophobes. C'est vraiment ça. Hein. Alors nous sommes en face des vestiges de nos artistes, donc ce groupuscule de l'extrême droite, Action Directe Identitaire. Celui qui nous a le plus marqué, c'est celui qui nous menaçait directement en nous disant vos valises ou vos cercueils. Voilà. Et donc, et le dernier, c'était suite effectivement comment dire, à la décision de la préfecture de m'expulser. Le lendemain, dès que la décision a été prise par la préfecture, où il y a eu cette audience qui a été très médiatisée justement. Celle où on te voit faire une allocution avec Maître Guesguez. Oui, tout à fait. Maître Guesguez d'ailleurs. Jamais, aucune. Non, aucune. Il n'y a pas de protection policière. Dans les meilleurs des cas, ce qu'on a eu, c'est que dans la semaine, le vendredi, le jour du vendredi de la semaine en question, il y a une patrouille qui vient pour rassurer les fidèles. Et ça, il faut vraiment que j'insiste lourdement pour qu'on puisse nous envoyer une patrouille pour rassurer les fidèles. Mais vous n'avez aucun élu qui se déplace pour venir rassurer la communauté. Vous n'avez, comment dire, aucune association de lutte contre l'islamophobie. Ça n'existe pas déjà. Quand ça existe, c'est elle qui est poursuivie. Les associations antiracisme qui sont censées défendre tous les citoyens. Par exemple, je sais pas, la Ligue des droits de l'homme. Personne, on ne voit personne qui se pointe SOS ici. Racisme. Voilà. Personne, je te dis. Même pas SOS Racisme. Même pas SOS Racisme. Personne. Alors, personne. SOS Racisme. Faut lutter contre le racisme, les gars. C'est ça l'objectif, non? Voilà. Et donc, mais sérieusement, tu te rends compte, Samir, on est obligé à certains moments d'organiser notre propre sécurité. C'est-à-dire que des fidèles mettent des gilets jaunes et assurent la sécurité, tandis que les autres fidèles sont en train de faire la prière. Et après, ils pourront aller à leur tour faire... chacun c'est-à-dire c'est une... On fait notre police nous-mêmes. Dans un état de droit. Et ça, c'est pas... C'est-à-dire que, surtout pour les prières de nuit, les gens ne se sentent pas en sécurité. Bon, ils ne viennent pas le soir. Et on le voit, la prière du matin qui est très tôt aussi, les gens, ils ne viennent pas non plus parce que... Voilà. Et ça se sent même dans l'attitude des gens. Ils viennent, ils prient et ils s'en vont tout de suite très rapidement. On sent que les gens ne restent plus discuter comme d'habitude. Ils ne sont plus à l'aise en fait. Voilà. Ils viennent faire leur devoir, mais voilà, avec la peur au ventre. Et ça, c'est pas normal. Les seuls moments où on a pu bénéficier vraiment d'une présence en continu et d'une protection en continu, ça a été lors du drame de 2015, quand il y a eu les attentats sur Charlie Hebdo, quand il y
a eu le Bataclan. Oui, à ce moment-là, la menace était tellement importante qu'effectivement, la police a fait le job. La menace était tellement importante, c'est-à-dire c'est-à-dire que des représailles, les gens avaient peur des représailles. Ouais. C'est-à-dire que, puisque tous les musulmans étaient considérés comme coupables des actes terroristes qui ont touché le Bataclan, Charlie, Hyper Cacher. Voilà. On nous appelait tous à venir nous justifier. On nous imposait cette injonction de prendre la parole et de nous désolidariser des terroristes. Ça veut dire que quand on te demande de te désolidariser, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'à la base, on te soupçonne d'être solidaire de ces terroristes. Le discours que tu viens de tenir, en fait, il a mis du temps à se libérer. Le fait de se rappeler un peu de cette année 2015, c'est que c'est un peu là où commencent en fait les problèmes. Ah bah oui, la pression a été mise sur l'imam qui était avec nous à l'époque, Mohamed Bari. Ah oui, ouais. Parce qu'il faut vous dire un truc, c'est que Abdourahmane Ridouane, ce n'est pas l'imam de Pessac. Coucou. Voilà. Merci Samy. Merci Samy. Mais ouais, je l'avais oublié celle-là. Parce qu'en fait, il a été présenté à plein de reprises comme étant l'imam de Pessac. Ce qui ne serait pas infamant si c'était le cas, non, mais il se trouve que non, tu n'es pas l'imam de Pessac, tu es le président de l'association de la mosquée de Pessac. En 2015 a commencé cette cabale contre notre mosquée parce que le discours de Mohamed Bari, l'imam qui était là, et je n'ai même pas besoin de le présenter, vraiment tous ceux qui ont connu Mohamed Bari savent qu'on n'a pas besoin de le dédouaner de propos radicaux, de propos extrémistes. À force de vouloir se dédouaner, se déculpabiliser de tout ce dont on nous accuse, à un moment donné, on se retrouve dans cette posture-là où on est tout le temps en train de vouloir rassurer, de vouloir clarifier. Et plus on fait ça, plus on donne l'impression qu'on a quelque chose à se reprocher. On n'avait pas parlé d'un café ou un truc comme ça. Allez, on va faire une petite pause pour justement, parce que très rapidement, le déjeuner va arriver. Le temps passe tellement vite, ça vient. C'est pour ça qu'il faut qu'on le dise. Abdourahmane a un risque d'être expulsé, tout simplement. Ah oui. Le risque, il est toujours d'actualité, parce que la décision a été validée par le Conseil d'État en dernier ressort et qu'aujourd'hui, ma présence sur le territoire français ne s'explique que par la difficulté pour l'instant d'obtenir un laissez-passer du Niger. Nous défendons tout simplement le droit le plus élémentaire auquel a droit chaque citoyen dans ce pays. Chaque citoyen, voilà. Voilà. Et c'est ça qui est dangereux, de voir qu'aujourd'hui un État se retourne contre ses citoyens qui défendent la justice, qui défendent les droits élémentaires que la Constitution leur octroie. Et c'est une situation que si on ne la combat pas, si on ne la dénonce pas, si les citoyens ne sont pas sensibilisés, va devenir une normalité. Une fois que le truc est lancé et que l'injustice est normalisée, ça devient une loi, en fait. Ça devient carrément une loi. Et moi, c'est contre ça que je me bats. Il fallait bien, comme on dit, qui veut se débarrasser de son chien, lui trouve la rage. Mais il fallait bien nous enrager, nous ensauvager. Voilà, et tout le reste qui va avec. Voilà. Donc, on va le voir, ce café-là. Allez, on y va. On y va. Parce que moi, à un moment donné, je suis en manque de caféine, je deviens nerveux. أشهد أن محمدًا رسول الله. On va au commissariat de Bordeaux pour réaliser le dernier pointage de la journée auquel je suis soumis dans le cadre de l'assignation à résidence. Voilà, qui s'impose à moi depuis mon retour du CRA. Voilà. Tant que je ne serai pas expulsé de France, l'assignation à résidence ne sera pas levée. Ça, il faut le savoir. Voilà. Parce que dans l'assignation à résidence, j'ai 3 conditions à respecter. Pointer au commissariat de Bordeaux, qui est pratiquement au bas moi, à 30 minutes de chez moi, tous les matins, tous les soirs.
Et j'ai un couvre-feu. J'ai un couvre-feu qui s'impose à moi également tous les jours à partir de 20h30. Je dois regagner mon domicile pour ne pouvoir en sortir que le lendemain à 6h30. Et la troisième obligation de l'assignation à la résidence, c'est le périmètre de Pessac. Je ne peux pas sortir du périmètre de Pessac, sauf pour aller pointer, comme c'est le cas là en ce moment. Voilà. Voilà où nous nous rendons actuellement. Aïkoum salam tilla Mohsin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc là, je me dirige vers la porte d'entrée du commissariat de police de Bordeaux. Moi, je vais te filmer d'ici. Ok. Et voilà, mission accomplie. Et c'est rebelote tous les jours. Et rebelote tous les jours, voilà. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. حي على الصلاة حي على الصلاة. Et là, on parle un petit peu comme ça, de manière feutrée, parce qu'on est dans la salle de prière Tout à fait. de la mosquée, donc il y a une certaine solennité. Absolument. C'est un lieu important, j'imagine, pour toi. Très, très important. Pourquoi? Vraiment. Parce que c'est là où, comme l'indique le nom, hein, Masjid, c'est là où on vient se prosterner devant Dieu. On vient se prosterner devant Allah et on vient déposer toute notre humanité pour nous élever spirituellement. Donc c'est très, très important, vraiment. Il y a combien de personnes qui viennent prier? Alors, on a, surtout sur les jours fériés, les vacances où les gens sont disponibles, on a 1 millier de personnes. Ouais. Hein, Et ça, ce sont des personnes de Pessac? Oui, de Pessac et des autres communes avoisinantes, parce que bon, c'est un lieu qui est ouvert pour tout le monde. Bien sûr. Mais majoritairement, ce sont les habitants de Pessac, quoi. Et nous sommes dans un centre d'activité, et donc il y a des entreprises, il y a des associations, et puis il y a nous, voilà, la cerise sur le gâteau de ce lieu. C'est vraiment une mosquée. La date sur le gâteau. Ouais. la déglette sur le gâteau. Je ne l'avais pas vu venir celle-là. Bah, parce que moi, je veux remettre la mosquée au centre du village, quoi, par exemple. Mais là, elle est vraiment au centre du village. Elle est vraiment au centre du village. Parce qu'on n'est pas très loin du centre-ville, on n'est pas loin des autres. Voilà. On n'est pas loin de Bordeaux. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et donc, on est là depuis une dizaine d'années. Le voisinage avec les entreprises, etc., comment ça se passe? Honnêtement, plutôt bien. Plutôt bien. Juste, effectivement, on a cette difficulté les jours d'affluence comme le vendredi, où il y a effectivement ce milieu de personnes qui peuvent se présenter sur des jours fériés ou à l'occasion de l'Aïd. Voilà, là, c'est un peu compliqué. Bon, ouais, de gérer les flux, etc. Voilà, mais moi, ma question, circulation. c'était plus sur les relations humaines, Très, etc. très bien. Avec Non, ça se passe, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de tolérance, voilà, et ça se passe plutôt très, très bien. Mais je pense vraiment que c'est ce qui fait aussi l'attachement de tout le monde à cette mosquée, même des gens qui ne sont pas de Pessac, mais qui reconnaissent qu'il y a vraiment une âme dans cette mosquée. Il y a quelque chose de, effectivement, comme tu dis, de très chaleureux, parce que les gens sont très proches les uns des autres, et on a développé ensemble cette culture d'être au service de l'autre, cette culture de la solidarité, de la fraternité, de la simplicité et de l'ouverture vraiment à tout le monde, hein. Les enfants, les femmes, les jeunes, les adultes, les non-musulmans. Combien de fois on a vu des non-musulmans pénétrer dans cette mosquée, venir assister à une salat al-janaza ou venir assister à un repas ou venir à l'occasion du mois de Ramadan, partager la rupture du jeûne avec les fidèles. On parlait tout à l'heure de 2015 et là on va remonter un peu la chronologie parce que au fur et à mesure il y a eu de plus en plus d'accusations qui ont plané ou même qui ont été exprimées à l'encontre de cette mosquée. Je pense que c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est ce côté mosquée ouverte, mosquée indépendante, mosquée chaleureuse.
Et donc, cette indépendance, je pense qu'elle a été très mal perçue dès le départ, parce que, bon, il faut être dans des cases, hein, vous savez comment c'est. Il faut tout le temps avoir, comment dire, un lien de subordination par rapport à une autorité, par rapport à une organisation, ce qui n'est pas notre cas. Et nous, n'étant pas rattachés à un consulat, n'étant pas rattachés à une fédération, en gros, on n'avait personne pour nous garantir, si j'ose dire, et on a vite été perçu comme une mosquée voilà, qui aurait un discours radical, qui aurait un discours salafiste, qui aurait un discours qui pourrait aller à l'encontre des valeurs de la République, alors qu'il n'y a aucune preuve matérielle qui permet de justifier cela. Notre mosquée n'a aucun lien avec la radicalisation, n'a aucun lien avec un discours intégriste et n'a aucun lien avec un discours terroriste, et que nous sommes une mosquée de citoyens de confession musulmane, et que voilà, et on n'avait rien à cacher, on n'avait rien à justifier. On ne peut pas comprendre ce qui se passe avec la mosquée de Pessac si on perd de vue cette situation. Dans le cadre de cette indépendance d'idées, la mosquée de Pessac s'est engagée dans des manifestations pour défendre les droits des musulmans. Et donc, voilà, contre l'islamophobie, plus que la parole islamophobe, c'est le climat islamophobe qui s'est installé dans le débat, avec les émissions des plateaux télé, avec les émissions sur Internet, les réseaux sociaux et avec les radios. La question de l'islam est devenue la question existentielle. J'exagère un peu, mais c'est devenu vraiment le sujet principal dans l'actualité en France. Donc, la mosquée de Pessac, conscient de cette, oppression que cela représente pour le droit des musulmans, s'est engagé auprès d'autres associations, avec d'autres associations, à dénoncer ce climat islamophobe. Ce qui nous a amené à participer en 2019 à la manifestation gigantesque qui a eu lieu à Paris le 10 novembre 2019. Personnellement, je pense que c'est à partir de là que nous sommes devenus, en gros, une cible, c'est-à-dire une mosquée qui fait partie de la liste des mosquées qui étaient surveillées et qu'il fallait absolument, une fois de plus, remettre dans les rangs. Ouais, et donc, tu disais que pour toi, à partir de ce moment-là, de ce jour de novembre 2019, là, il y a une accélération. Plus que, je dirais, l'état d'urgence qui a été instauré après les attentats de 2015 et 2016, qui a été vraiment un moment très difficile pour les musulmans, mais à partir de l'assassinat de Samuel Paty, là, on est rentré dans une autre dimension. Quelques jours à peine après l'assassinat tragique de Samuel Paty, la mosquée de Pessac a subi une perquisition dans ses locaux à 6 h du matin, comme cela est de coutume. Et aussitôt après la perquisition, qui a duré pratiquement 2 heures pour rechercher des éléments prouvant la radicalisation ou la tendance radicale ou terroriste de la mosquée, et, il y a eu une visite domiciliaire, comme on l'appelle, donc une perquisition à mon domicile dans la foulée, et donc avec une procédure qui a été lancée, mais qui a été clôturée finalement sans faute de preuves, en fait, tout simplement. En 2022, on se retrouve avec une décision de fermeture administrative prise par la préfète de la Gironde de l'époque, et qui, toujours sur la base des mêmes accusations, radicalisation, opposition aux valeurs de la République, séparatisme, enfin, tous les ismes possibles, a pris la décision de fermer la mosquée de Pessac. On ne peut pas, juste parce qu'on est une autorité administrative, décider comme ça, en claquant des doigts, de fermer une mosquée, comment dire, d'empêcher, de fermer une association, d'empêcher une activité, une manifestation. Non, on est dans un état de droit. Le juge qui tranche effectivement la légalité des décisions prend en dernier ressort la décision. Donc on a attaqué cette décision de fermeture de la mosquée devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui nous a donné raison. C'est difficile d'intervenir après M. Ridouane, mais très rapidement, nous aurons la décision sur la question de
la fermeture de la mosquée, certainement demain soir ou mercredi matin. En attendant, j'ai écouté avec un peu d'attention les brèves observations de la préfecture et je n'avais pas l'impression que l'hostilité était du côté de la mosquée, mais plus du côté de l'administration dans ce dossier. Parce que nous avons tendu la main, mais du côté de la préfecture, les directives venant du ministère de l'Intérieur sont bien plus fortes que cette poignée de main qui est tendue. On reste confiant, on attend la décision qui sera rendue par le tribunal administratif, qui a pris la peine d'organiser une audience avec 3 magistrats, c'est dire l'importance que représente ce dossier. Et tout comme l'a dit M. Redouane, je suis touché par votre mobilisation et votre présence aujourd'hui à Bordeaux pour le dossier de la mosquée de Pessac. On continuera le combat juridique jusqu'au bout pour cette fermeture qu'on estime clairement injuste à 10 jours du mois de Ramadan, alors que rien ne relie la mosquée de Pessac aux terroristes. Personne d'impliqué dans le cadre d'opérations terroristes n'a fréquenté cette mosquée de Pessac. Et la mosquée de Pessac est loin de toutes ces accusations, et votre présence en masse, sans honte, avec fierté, en est la preuve la plus manifeste. Car si la mosquée de Pessac était une mosquée qui appelle à la haine, qui recrute au djihadisme, vous ne seriez pas présent aujourd'hui, publiquement, devant le tribunal administratif, entouré par les forces de l'ordre. Vous ne l'assumeriez pas, mais bien au contraire, vous êtes là parce que vous assumez votre droit d'être des citoyens de confession musulmane et fiers de l'être. Voilà, je vous remercie. Les éléments sur lesquels s'est basée la préfecture, donc l'entité administrative dont tu parles, c'est la préfecture de la Gironde, ce sont ces fameuses notes blanches dont on va parler, je pense, tout au long de notre échange, parce que ça pose vraiment un véritable problème pour la démocratie. On a ces fameuses notes blanches qui sont éditées par les renseignements généraux, pour dire les choses simplement, et qui fournissent des éléments à charge contre des individus, contre des associations et des organisations, sur la base desquelles, ces notes blanches-là, les préfectures prennent des décisions contre des structures associatives, contre des individus. Et donc, là, les accusations sont fondées uniquement sur ces notes blanches. Heureusement qu'on a ce recours devant la justice qui permet d'avoir un débat contradictoire et de pouvoir ramener ces notes blanches à leur juste expression. Elles sont blanches de toute vérité, en fait. Le ministère de l'Intérieur va faire appel devant le Conseil d'État de cette décision. Voilà, et entre-temps, la mosquée reste toujours ouverte. Donc, on va se retrouver en avril devant le Conseil d'État qui va aller exactement dans le même sens que les juges du tribunal administratif, qui va réitérer effectivement la même position. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est défaillant pour démontrer que des publications auraient été tenues sur la page Facebook qui inciterait à la commission d'actes de terrorisme. On est dans une lecture que le ministère de l'Intérieur qualifie de subliminale. En fait, lorsque les choses ne sont pas explicitement claires, le ministère de l'Intérieur essaye de trouver des principes ou des explications fumeuses qui rapprocheraient la mosquée de Pessac du terrorisme. Mais on n'a en réalité rien dans ce dossier qui rapproche cette mosquée de telle abomination. Sur la base de ces notes blanches, aujourd'hui, la vie de plusieurs personnes bascule comme ça dans un, dans un labyrinthe de poursuites judiciaires sans fin et qui parfois arrive à des extrémités, comme dans mon cas, on en parlera vers la fin, qui amène à des décisions radicales d'expulsion. C'est toujours la même mécanique qui est là, en train de broyer la vie des citoyens de confession musulmane. Et c'est pour ça que moi je mène ce combat, pour que cette histoire soit vraiment connue et que les citoyens se rendent compte du glissement qui est en train de s'opérer petit à petit. L'objectif principal, c'est de faire rentrer cette mosquée dans les rangs. Voilà. Et pour que cette mosquée puisse rentrer dans les rangs, quand on parle des rangs, il faut comprendre qu'on parle des rangs de l'islam de France. C'est quoi l'islam de France? C'est l'islam organisé par l'État.
Donc, c'est véritablement à partir de, de mon combat que je mène pour faire respecter cette loi de séparation de l'État et des Églises que je suis perçu comme l'élément qui gêne. Donc, c'est à la fois la mosquée et moi pris de façon isolée, et c'est à la fois les deux, parce que sans cette mobilisation, sans cet engagement, sans ce militantisme, peut-être que la mosquée de Pessac n'aurait pas eu cette trajectoire. Mais sans la mosquée, peut-être que moi, je n'aurais pas eu aussi cette trajectoire. À quel moment, justement, la situation de la mosquée de Pessac devient un problème avec Abdourahmane Ridwani? On a saisi cette occasion pour essayer de fermer la mosquée. Ça n'a pas été fait. Mais 2021, on revient à la charge, mais cette fois-ci sur ma personne. Je suis un citoyen de nationalité nigérienne qui vit en France depuis 34 ans aujourd'hui. Je suis arrivé en octobre 90 en France en tant qu'étudiant, et depuis je suis toujours demeuré en France. Je n'ai jamais vécu ailleurs qu'en France, et particulièrement à Bordeaux. Et donc j'ai un titre de résident valable 10 ans, comme tous ceux qui en ont un. Et en 2021, quand je dépose mon dossier de renouvellement de titre de séjour, ce qui devrait se faire en l'espace de, allez, on va dire, en gros, en l'espace de 1 à 3 mois, c'est passé par la remise dans un premier temps d'un récépissé de 6 mois. Après, ça a été des récépissés de 3 mois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, donc on va arriver sur la situation actuelle, donc retenez bien Samir, hein, de janvier 2021 jusqu'à mai 2024, je n'ai que des récépissés de 3 mois. Oh là là. Donc ça a un impact complètement énorme. C'est-à-dire que c'est un statut précaire en permanence. En permanence. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit, voilà, à tout moment, tu peux sauter, quoi. Voilà. Et on va essayer de défendre, on va essayer d'entretenir cette précarité, cette pression sociale sur moi, jusqu'au moment où, une fois de plus, je fais appel à la justice pour faire valoir mes droits. On passe devant le juge, toujours au niveau du tribunal administratif en référé. C'était le 31 mai, le tribunal administratif de Bordeaux demande à la préfecture, dans un délai de 1 mois, de me rétablir dans mes droits en réétudiant mon dossier de renouvellement de carte de résident, et de me donner, en attendant la régularisation, un récépissé qui me permettrait de travailler. Et c'est derrière cette décision, qui est une fois de plus une victoire judiciaire pour moi, que va venir la décision d'expulsion du ministère de l'Intérieur. La décision ministérielle d'expulsion. Ça veut dire que c'est que la préfecture me reproche, ces personnes que vous voyez ici, en aussi grand nombre, apportent le démenti le plus éclatant. Voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'atteinte à la République. Il y a des citoyens qui se reconnaissent dans la République et qui réclament leur droit à être libres, à s'exprimer tout librement. Et ils l'ont fait ici. Et ils le referont jusqu'à la fin de l'après-midi. En 2021, on enclenche la précarisation en refusant de délivrer le titre de séjour. Et on arrive donc en 2022, cette fois-ci on passe un cap supérieur, on essaie de fermer la mosquée, ça n'aboutit pas. Et donc on continue à faire traîner la précarisation sociale avec le titre de séjour qui est toujours refusé. On arrive donc en 2024 où je suis toujours présent sur le territoire, je suis toujours en train de revendiquer mes droits. Et là, je reçois le 2 mai 2024 une décision d'expulsion émanant de la préfecture. On va dire la démarche administrative de l'État pour faire fermer la mosquée n'a pas fonctionné. Du coup, ils se sont reportés sur une attaque personnelle sur le président de la mosquée et non pas l'imam. Je le redis plusieurs fois pour la vidéo, pour bien que ça rentre dans la tête des gens. Donc, ils décident en gros de te mener à une vie d'enfer, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, il y a un truc qui m'est apparu, mais je préfère que tu me donnes la précision. Tu ne pouvais pas travailler pendant ce... Mais non. Comment veux-tu travailler
avec un titre de séjour volatile. C'est-à-dire que, en plus, dans mon domaine professionnel, j'ai une fonction de responsabilité, j'ai un niveau de cadre, donc, dans lequel j'ai exercé pendant des années. Et donc, je ne vois pas quel est l'employeur qui va prendre le risque de me confier un poste de responsabilité avec un titre de séjour précaire. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée en France et non dans mon pays de naissance, le Niger, où aujourd'hui l'État français a décidé de me renvoyer. Pour moi, c'est un combat existentiel, parce qu'on ne peut pas vivre sans droit. On ne peut pas vivre en étant des sous-citoyens, on ne peut pas vivre à côté de la société, en marge de la société, et on ne peut pas vivre sans ces valeurs d'identité, sans ces valeurs qui nous inscrivent dans notre humanité. On ne peut pas les abandonner parce que juste on veut rentrer dans les rangs. En fait, au regard de l'État français, je cumule tous les défauts en fait. Je cumule tous les greffes que la France fait à ces Français issus de l'immigration. Je suis originaire de l'Afrique subsaharienne, je suis noir, je suis musulman et je suis un responsable gérant une association musulmane. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà, la réalité qui dépasse vraiment la fiction. Et dans le portrait que je t'ai fait, j'ai oublié ou bien je l'ai laissé pour la fin, le meilleur pour la fin. C'était pas tout. Ah non, c'était pas tout. Merde. Il y a la quatrième dimension. Là, on rentre même dans la cinquième. C'est mon combat que je mène pour les droits du peuple palestinien. Ça, c'est la cerise sur le gâteau ou bien la déglette la date sur le gâteau. À nous, chez nous, c'est la déglette. Voilà, c'est la déglette sur le gâteau et qu'on ne me pardonne pas et qui est devenue encore plus féroce à partir des événements dramatiques du 7 octobre. Parce que pour moi, on ne peut pas garder son humanité en étant indifférent à l'injustice que subissent le reste des hommes. Qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient africains, qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient européens, peu importe. Quand on porte atteinte à la dignité humaine, on porte atteinte à toute l'humanité. Tous ceux qui ont essayé de prévenir ce qui allait se passer se sont retrouvés, si j'ose dire, du mauvais côté. Et donc, ça n'a pas arrangé mes affaires. J'avais déjà, donc, comme je te l'ai rappelé, cette notification d'expulsion qui date du 2 mai, décidée par la préfecture de la Gironde. Notification qui sera déjugée le 31 mai par donc, la commission d'expulsion qui va donner un avis défavorable à cette décision. Non, en 2024. Oui, on est en 2024. La commission d'expulsion dit que les éléments avancés une fois de plus, comme en 2022 avec la mosquée, ne sont pas suffisants pour justifier une expulsion du territoire au regard de comment je menais ma vie depuis 34 ans ici et au regard de mes actions et au regard de mes responsabilités. Et c'est là qu'arrive la décision ministérielle qui est donc un instrument, de pouvoir issu de cette loi sur le séparatisme qui a été votée en août 2021. On a une décision de justice qui dit que M. Ridouane ne peut pas être expulsé du territoire au regard des accusations qui sont portées et que M. Ridouane doit être régularisé dans sa situation au regard de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le ministre de l'Intérieur va venir prendre le 4 août 2024 une décision d'expulsion. On arrive au paroxysme de cet acharnement judiciaire le 8 août à 6 h du matin. Je suis arrêté à mon domicile ici à Pessac, voilà, et je suis transféré séance tenante dans un centre de rétention administrative dans la région parisienne, là, où j'ai passé 3 mois. J'ai passé 3 mois dans ce centre, sous la menace chaque jour d'une expulsion vers le Niger qui n'est pas venue. Dieu merci. Depuis le 6 novembre, j'ai fini de purger mes 3 mois de rétention obligatoire dans le CRA du Ménil-Amelot. Et la veille de mon arrivée ici à Bordeaux, j'ai été mis en garde à vue au commissariat de Meaux. Donc, on revient après une petite interruption. Voilà, on parlait du CRA. Donc le CRA, c'est le centre de rétention administrative. Et donc toi, tu es habitant de Pessac, donc en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Ouais. Et on décide, enfin l'État, je pense que c'est l'État. Hein, oui, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, le ministère de l'Intérieur décide que ta détention, enfin
en tout cas ta rétention, mais moi j'appelle ça une détention, se se déroulera dans le 77, donc loin de tes proches, loin de ta mosquée, loin de tes, j'allais dire, de tes fidèles, si on peut dire ça comme ça, en tout cas des personnes qui viennent dans cette mosquée. Et du coup, tu passes donc 90 jours. Là, ça doit être très très dur. Et ça a été une période très difficile, je l'avoue. Et je pense que la volonté du ministère de l'Intérieur de dépayser ma détention ou ma rétention, parce qu'il faut savoir qu'à Bordeaux, on dispose d'un CRA aussi, qui est juste dans les locaux du commissariat de Bordeaux, de l'hôtel de police au centre-ville. Et on a quand même fait le choix de me dépayser dans le 77, donc dans le CRA du Ménil-Amelot, pour m'éloigner effectivement de cette famille de solidarité dont je bénéficie ici à Bordeaux, et particulièrement auprès des fidèles de la mosquée de Pessac. Parce que à l'occasion de l'audience du 31 mai de la commission d'expulsion, il s'est passé une scène qui a surpris plus d'un, sauf moi et les Pessacais. Et c'était au-delà de Pessac. On a rarement vu une telle mobilisation au tribunal judiciaire de Bordeaux pour une commission d'expulsion. Il y avait du monde, mais vraiment, au bas mot, il y avait plus de 500 personnes. Et donc, pendant 3 mois, donc du 8 août au 6 novembre, je suis resté enfermé dans ce centre de rétention, loin de ma femme, de ma famille, de mes amis, des fidèles de la mosquée de Pessac, isolé de tout, parce que bon, on n'a pas le droit d'avoir nos téléphones qui nous connectent avec l'extérieur. Donc on garde nos puces sur nous, mais on ne peut utiliser que des téléphones voilà, sans connexion Internet. Malgré ce climat d'isolement, je ne me suis jamais senti isolé parce que mes proches ne m'ont pas abandonné, mes soutiens ne m'ont pas abandonné. Je crois que durant cette période, de l'aveu même du personnel du CRA, voilà, j'ai été le prisonnier le retenu comme il l'appelle, le retenu le plus visité du centre. Et ça m'a permis aussi de tenir le coup. Il ne s'est pas passé une semaine où je n'ai pas reçu 1, 2, 3 visites. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner et profiter de l'occasion de ce micro de PDH pour remercier une fois de plus chaleureusement, profondément, très très profondément toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour venir me rendre visite, ou toutes ces personnes qui n'ont cessé de m'envoyer des messages, de m'appeler pour s'enquérir de ma situation. Vous êtes dans une chambre de 15 mètres carrés à tout casser, en cohabitation avec des inconnus. Et voilà. Et les moments où on vous appelle dans un haut-parleur qui hurle dans tout le centre votre nom pour vous dire que vous êtes attendu pour une visite. Voilà. Donc, et surtout, je pense que le plus terrible pour tout le monde, ce sont ces bruits incessants de ces avions qui, 24 heures sur 24, vraiment, 7 jours sur 7, pratiquement toutes les 5 minutes, décollent ou atterrissent à Charles de Gaulle. Voilà, et vous voyez des retenus qui sont effectivement embastillés, scotchés pour certains, pour être embarqués manu militari dans un fourgon de policiers et direction l'aéroport Charles de Gaulle comme un colis, quoi. Ouais. Voilà, comme un colis qu'on expédie. Ben, vous êtes surveillé par des caméras, le centre est sous l'œil de Big Brother matin, midi et soir. Donc vous avez des caméras partout. Le seul endroit où vous n'avez pas une caméra, et encore, c'est votre chambre. Voilà, c'est tout. Voilà, votre chambre, les sanitaires, voilà, les endroits d'intimité, mais tout le reste, vous êtes
constamment sous l'œil d'une caméra, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé heureusement d'ailleurs, ça s'est plutôt bien passé côté relations humaines, que ce soit avec les co-détenus ou que ce soit avec le personnel qui nous encadrait. Et ça, il faut le souligner. Mais ça n'empêche pas que, bon, voilà, il y avait quand même des conditions d'hébergement très précaires. Ça déshumanise, quoi, en fait. Je veux dire, quand vous rentrez dans un sanitaire, dans des toilettes, c'est pas pour vous retrouver voilà, dans une porcherie, quoi. Ouais, il y a un côté un peu humiliant, quoi. Très humiliant, très déshumanisant. Voilà. Enfin, tous les 2 jours, je vais dire, quand vous voyez disparaître des figures et vous voyez arriver des figures. Ouais. Voilà, vous avez eu à peine le temps de vous attacher à quelqu'un, de commencer à créer un mouvement perpétuel, en fait. Complètement. Une espèce de navette entre ceux qui sortent et ceux qui arrivent. Et souvent, la plupart qui sortent, c'est exceptionnel. Hein, quand vous entendez monsieur, parce qu'il y avait, c'est un centre qui n'est pas mixte, hein, il n'y a que des hommes. Voilà. Donc, monsieur est appelé pour une libération immédiate. Vous entendez une clameur qui s'élève dans le centre. Les autres co-détenus saluent cette victoire, hein, de voir un de leurs qui sort en situation de liberté. Mais c'est exceptionnel. La plupart du temps, quand vous ne voyez pas votre co-détenu, vous savez très bien qu'il a été embarqué dans un avion pour retourner dans son pays. Une scène que je n'oublierai jamais, c'était un voisin, un jeune originaire du Chili, qui doit avoir quoi, entre 22 et 25 ans, pas plus, mais vraiment très jeune, très sympathique. Et il était à 2 jours de sa libération. Il était à 2 jours des 90 jours réglementaires qu'il peut passer. Et donc, voilà, il me fait un câlin comme ça pour partager sa joie d'être bientôt libre. Il me dit, il m'appelait tous là-bas tonton. Il me dit, tonton, dans 2 jours, la liberté. Bon, il était très content, donc un gros câlin comme ça. Et au moment où on se sépare, je vois 2 policiers qui arrivent dans notre direction. Donc moi, je leur tourne le dos, je rentre dans ma chambre. Et je les vois qui demandent aux jeunes de rentrer dans sa chambre. Et ils l'ont suivi dans sa chambre. Et j'entends des cris. Bon, je n'ai pas voulu, savoir qu'est-ce qui se passait parce que je ne savais pas quelle allait être ma réaction. Ça pourrait se compliquer aussi bien pour lui que pour moi. Donc, je suis resté dans ma chambre. Et ils sont partis avec lui. Et dans la soirée, j'ai les autres co-détenus qui me disent que le Chilien est parti. Je dis comment? Ah oui, ils l'ont scotché. Ils l'ont scotché comme un colis. Voilà. Ils l'ont mis dans un camion de force. Ils l'ont amené à l'aéroport. Il était à 2 jours, deux jours de la liberté. Vraiment, c'est violent. C'est violent. Il y a beaucoup de gens qui s'abîment. Beaucoup de gens qui s'abîment dans cet endroit où, comme je te disais tout à l'heure, le seul crime qu'ils ont commis, c'est de ne pas avoir de papier. Non, on est en train de parler d'une véritable réalité qui est en train de bousiller la vie de plein de gens. Des gens qui ne demandent qu'une seule chose, vivre comme des citoyens normaux. Des citoyens à part entière, des citoyens qui respectent les lois de la République, des citoyens qui demandent à ce que leurs droits soient respectés. Vivre en paix. Vivre en paix. Vivre en paix et en dignité. Voilà. Vivre en paix et en dignité. Comme je l'ai dit dans notre premier échange téléphonique, quand tu m'avais appelé au CRA, ce que je crains, c'est que désormais, ce qui est valable pour les musulmans deviendra valable pour l'ensemble des citoyens. Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ne sont pas que des slogans, ce sont des promesses d'humanité en lesquelles beaucoup de gens ont cru. Moi, le premier. Et de voir aujourd'hui, de voir la situation dans laquelle, après 34 ans de bons et loyaux services, rendu à cette France où je me suis battu pour apporter tout ce que je pouvais comme énergie, comme vitalité, comme force et comme humanité pour pouvoir contribuer à l'essor de la société et de me voir aujourd'hui traité de cette façon comme un criminel enfermé dans un centre de rétention juste par rapport à mes idées et au combat que je mène, je me dis, mais c'est pas la France dont j'ai rêvé, c'est pas la France que
cru avoir rencontré quand je suis arrivé ici en 90. En à peine très peu de temps, la situation est en train de se dégrader. La situation est en train de devenir vraiment quelque chose de complètement dingue. On n'a pas parlé de la guerre. Oui, on n'en a pas parlé. Et par rapport, en lien avec comment dire, l'expression de tes opinions, sur la Palestine. Oui, exactement. Je crois à 4 jours de ma sortie, à 4 jours de la fin des 90 jours, donc un matin, voilà, comme pour le Chilien, il y a 2 agents de police que je connais bien, voilà, avec qui j'ai toujours eu de très bonnes relations, qui viennent me voir dans ma chambre. Il était à peine 8 heures. Il dit, bon, monsieur Ridouane, il faut que vous ramassiez toutes vos affaires, vous venez avec nous. Et quand on arrive donc, dans les bureaux de la police judiciaire du centre, il y avait ces 3 policiers qui étaient là et qui ont été dépêchés par le procureur de la République pour me signifier qu'à partir du moment où j'étais en leur présence, ils avaient un mandat, donc une notification officielle, pour m'informer de ma mise en garde à vue pour apologie du terrorisme. Voilà. Et là, j'ai pété un câble en leur disant que c'est pas possible, c'est pas normal que vous vous laissez embarquer dans ce délire, quoi. Parce que vous savez très bien que vous êtes là à la demande du procureur, certes, mais que voilà, vous êtes venu exécuter une volonté politique, une décision politique. J'arrive à Meaux et puis je suis mis en garde à vue dans les minutes qui suivent, quoi, en fait. Hein, voilà. Et je vais rester en garde à vue pendant pratiquement 2 jours et demi. J'ai été présenté au procureur de la République et devant le juge des libertés et de la détention. Et la procureure a défendu vraiment une mise en détention provisoire en attendant l'audience qui était prévue le mardi. Voilà. Donc je sors du CRA pour rentrer dans une procédure cette fois-ci de poursuite pénale. Donc on n'est plus dans une procédure administrative. On lui substitue tout de suite, séance tenante, à une procédure pénale où je risque quand même 7 ans de prison, 40 000 € d'amende. Hein, c'est le prix à payer pour l'apologie du terrorisme. Et donc, on a pu éviter cette détention provisoire grâce à une juge des libertés et de la défense. Le mardi, l'audience a eu lieu et on a demandé avec mon avocat, Maître Guesgues, le report de l'audience pour pouvoir préparer ma défense. Ce qui fait que l'audience de ce procès a été reportée au 13 janvier. Voilà. 13 janvier 2025, c'est un lundi. Voilà, le lundi 13 janvier 2025, je vais comparaître devant le tribunal correctionnel de Meaux pour répondre de cette accusation d'apologie du terrorisme. Les éléments qu'il me reproche, comme l'indique le mot, hein, l'apologie du terrorisme, c'est de valoriser un acte terroriste. Hein. Donc il m'accuse d'avoir valorisé les actes terroristes du Hamas du 7 octobre, ce qui est complètement faux. Comme le prouvent toutes mes actions, tous mes combats, toutes mes prises de position, toutes les manifestations que j'ai organisées, je n'ai jamais fait de l'apologie du terrorisme, je n'ai jamais cautionné la violence, je ne l'ai jamais même prêté oreille, à plus forte raison la soutenir. Voilà. Et c'est justement, je pense, pour contrebalancer aujourd'hui ce génocide qui est reconnu par les institutions internationales, qui est reconnu par l'ONU, qui est reconnu par la Cour de justice internationale, qui est reconnu par la Cour pénale internationale, qui a lancé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense de l'époque. Voilà, donc c'est pour contrebalancer ce crime horrible contre l'humanité qui est perpétré sur le peuple palestinien à Gaza, c'est pour le contrebalancer que toutes les voix qui essaient de dénoncer ces crimes-là se retrouvent comment dire, dos au mur, se retrouvent dans la situation d'accusé. Donc d'accusateur, on devient l'accusé. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la justice et ce n'est pas l'idée que je me fais des droits de l'homme, ce n'est pas l'idée que je me fais de l'égalité entre les citoyens.
Et j'espère bien que la justice restera vraiment sur sa position, dire le droit, et faire respecter le droit. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un grand salam à Wiza, à la sœur Wiza, vraiment qui a été... c'est l'architecte de cette voilà, rencontre. Qui est l'architecte de cette rencontre. Merci à elle. Et Merci vraiment infiniment. qu'Allah te facilite, qu'Allah Allahumma te amin. gratifie vraiment Allahumma du amin. fond du cœur.